Avez-vous déjà ressenti que l'univers vous isolait, vous éloignant des autres, des opportunités ou des chemins que vous aviez l'habitude de parcourir? Cet isolement, cette impression de profonde solitude, peut parfois sembler être une punition ou un signe que tout se retourne contre nous. Pourtant, si nous changeons d'angle de vue, une autre perspective se dessine, une vision qui plonge dans notre psyché, jusque dans les tréfonds de notre âme, et qui pourrait radicalement transformer notre compréhension de ces moments d'obscurité. Au lieu de considérer l'isolement comme un mur infranchissable, Carl Jung, le psychologue suisse, nous invite à le voir comme un passage obligé dans le voyage intérieur de la découverte de soi. Jung, fasciné par les mystères de l'esprit humain, a dédié sa vie à explorer ces périodes de silence et de repli qu'il considérait comme les prémices d'un processus de transformation profond. Il a appelé ce processus individuation, une quête vers la complétude et l'authenticité de soi, bien au-delà des attentes sociales et des rôles que nous jouons au quotidien. Imaginez-vous en train de gravir une montagne, un paysage immense autour de vous, mais une solitude absolue à chaque pas. Personne pour vous applaudir, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, seulement le bruit de vos propres pensées et le battement de votre cœur. À chaque pas, vous ressentez la fatigue, la tentation de rebrousser chemin et de retrouver les conforts du monde familier. Mais quelque chose vous pousse à avancer. C'est un peu cela, l'isolement dans le processus d'individuation, un moment de retrait pour mieux se comprendre, pour examiner ses pensées et ses émotions, sans l'influence du regard des autres. Dans cette obscurité, chaque élément refoulé de notre identité, chaque émotion évitée, chaque peur enfouie, refait surface. Jung voyait ce passage comme une épreuve sacrée, un passage symbolique nécessaire pour se débarrasser des couches superficielles que nous accumulons pour nous protéger des jugements et des attentes extérieures. Il observait que, souvent, c'est dans le silence imposé de la solitude que nous parvenons enfin à entendre ce qui murmure en nous depuis si longtemps. Notre vrai moi, notre essence authentique, celle que nous avons parfois négligée au profit des masques sociaux. Ce cheminement est universel. De grands penseurs, artistes, mystiques et écrivains ont eux aussi ressenti cet appel vers la solitude. Par exemple, Henry David Thoreau, écrivain et philosophe américain, s'est isolé pendant 2 ans dans une cabane près d'un lac, loin du bruit de la ville. Ce retrait n'était pas une fuite, mais une quête de clarté intérieure, un moyen de se reconnecter avec lui-même et la nature. Dans cette solitude, Thoreau a découvert une vérité plus profonde sur la vie et l'essence humaine, qu'il a ensuite partagée dans son œuvre Walden. Ce temps passé seul lui a permis de se libérer des attentes sociales et de redéfinir ce qui était essentiel pour lui. Un autre exemple marquant est celui de Carl Jung lui-même, qui se retirait régulièrement dans sa tour à Bollingen, un lieu isolé près d'un lac suisse où il pouvait méditer, écrire et plonger dans ses pensées les plus profondes. Jung trouvait dans cet isolement un espace de création, mais aussi une manière de se ressourcer et de se retrouver. Il croyait fermement que le silence et la solitude avaient une fonction thérapeutique et qu'ils offraient un espace pour accueillir les parties de soi que l'on préfère ignorer dans l'agitation de la vie quotidienne. Et que dire des mystiques et des sages de l'histoire, des ermites aux saints? Leur parcours d'isolement n'était jamais seulement physique, mais aussi spirituel. Pour eux, l'isolement représentait une purification, un moment où l'âme, libérée des distractions, pouvait s'élever et accéder à des vérités plus élevées. Dans ces moments, l'isolement devient un miroir, un reflet sincère qui nous renvoie notre image sans filtre ni embellissement. L'isolement, même involontaire, peut être un don précieux. Dans le tumulte de la vie moderne, nous sommes constamment entourés de distractions, les réseaux sociaux, les notifications, les responsabilités, les opinions des autres. Nous avons rarement l'occasion de nous arrêter, de nous retirer et de nous poser des questions essentielles. Qui suis-je vraiment en dehors de ce que les autres attendent de moi? Ces périodes de solitude sont en réalité des invitations à regarder en nous, à explorer les zones d'ombre et de lumière qui coexistent en chacun de nous. La prochaine fois que l'isolement s'imposera dans votre vie, essayez de le voir sous un nouvel angle. Imaginez-le comme un appel de l'univers,
une chance de creuser plus profondément en vous-même. Ce n'est peut-être pas un mur infranchissable, mais une porte qui s'ouvre sur des trésors cachés, un appel vers une exploration intérieure que seul le silence peut nous offrir. C'est un voyage vers l'inconnu, un moment suspendu où l'on découvre que, même seul, on peut se sentir plus complet, plus authentique et finalement plus vivant. Carl Jung, dans son exploration de la psyché humaine, a identifié l'individuation comme l'un des voyages les plus significatifs de notre existence. Loin de se limiter à un simple développement personnel ou à la satisfaction des attentes sociales, l'individuation est un processus intérieur profond qui vise à intégrer chaque facette de notre personnalité, consciente et inconsciente. Jung voyait dans cette quête une aventure vers la complétude, une voie où l'on se libère progressivement des rôles et des masques sociaux pour rencontrer son soi authentique. Mais cette quête de soi ne se déroule pas sans embûches, et souvent elle nous confronte à des vérités difficiles à accepter, à des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Le processus d'individuation est unique pour chaque individu. C'est une quête solitaire, car il n'existe pas de recette universelle, de modèle à suivre. Dans cette exploration, chacun avance à son propre rythme, en fonction des expériences et des réflexions qui façonnent sa vie. Imaginez un artiste qui commence son tableau par une toile blanche, ne sachant pas exactement ce qu'il va créer. Peu à peu, il ajoute des couleurs, des formes, efface certaines parties pour en accentuer d'autres. La création de cette œuvre est un processus organique, qui émerge à mesure qu'il s'engage dans l'expression de ce qui est en lui. L'individuation fonctionne de manière similaire. Il s'agit d'une composition complexe de nos peurs, de nos aspirations, de nos expériences et de nos désirs refoulés qui s'unissent pour révéler notre essence. Cependant, l'individuation exige un courage exceptionnel. Ce chemin nous amène à dépasser les conventions, à explorer nos profondeurs, souvent dissimulées sous de multiples couches de conditionnements sociaux et de fausses identités. Dès l'enfance, nous adoptons des comportements et des façons de penser pour satisfaire nos parents, nos amis, la société dans laquelle nous vivons. Nous façonnons une image de nous-mêmes qui correspond à ce que nous pensons que les autres attendent. Nous devenons ainsi le bon élève, l'ami loyal, le professionnel compétent. Ces rôles, bien qu'ils puissent nous procurer un certain sentiment de sécurité, ne représentent pas toujours notre être véritable. À mesure que nous nous éloignons de nos propres désirs et valeurs, nous risquons de nous sentir en décalage, parfois même en conflit avec nous-mêmes. Ce processus de différenciation ou de décapage des couches accumulées est central à l'individuation. Jung comparait souvent ce travail à une quête alchimique, un processus de purification et de transformation, où l'on abandonne ce qui est superficiel pour accéder à l'or de notre âme. C'est un cheminement complexe, car il nous oblige à questionner chaque aspect de notre personnalité, à confronter nos contradictions et à accepter la multiplicité de nos facettes, même celles que nous ne comprenons pas encore pleinement. L'individuation nous pousse à reconnaître que nous sommes bien plus que la somme de nos rôles sociaux et de nos interactions superficielles. Elle nous encourage à chercher sous ces masques les vérités enfouies, les aspirations qui ont pu être délaissées et les parts oubliées de nous-mêmes. L'individuation est également un processus continuel. Tout au long de notre vie, nous découvrons de nouvelles dimensions de notre être, et chaque période de changement peut nécessiter une nouvelle intégration. Imaginez un voyageur qui, après chaque escale, accumule de nouvelles expériences, de nouveaux savoirs, mais aussi de nouveaux questionnements. Ce voyageur doit sans cesse ajuster sa boussole intérieure, redéfinir sa direction. De la même manière, l'individuation ne s'achève jamais. Elle évolue au gré de notre croissance personnelle et de notre interaction avec le monde. En s'engageant dans ce chemin de l'individuation, nous apprenons à faire la paix avec nos faiblesses, à honorer nos forces et à embrasser l'authenticité de notre être. Jung décrivait cette intégration comme une force puissante et libératrice, un moyen de se réconcilier avec son humanité, d'accepter la richesse de ses émotions, de ses contradictions et de ses désirs. L'individuation nous guide vers une vie alignée avec notre propre vérité, une existence où l'on n'est plus soumis aux attentes externes, mais où l'on vit en accord avec sa véritable nature.
Ce processus exige de la patience, car il ne se fait ni en un jour, ni sans résistance. Mais pour ceux qui osent l'entreprendre, l'individuation ouvre la voie à une transformation intérieure puissante. En acceptant de nous libérer des schémas préconçus et des limites imposées, nous nous rapprochons de ce que Jung appelait la complétude. C'est dans cette complétude, cette union harmonieuse de toutes les parties de notre être, que réside la véritable liberté. Celle de se connaître profondément et de vivre pleinement, sans masque, sans peur et sans regret. L'un des aspects les plus redoutés, et néanmoins essentiel, du processus d'individuation selon Jung est l'intégration de ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre, dans la terminologie jungienne, représente toutes les parties de notre psyché que nous avons rejetées, refoulées ou ignorées. Il peut s'agir de désirs inavoués, de peurs anciennes, de caractéristiques de personnalité qui ne cadrent pas avec l'image que nous souhaitons projeter. C'est le lieu de tout ce que nous considérons comme honteux ou inacceptable, à nos propres yeux comme aux yeux des autres. Jung, cependant, n'a jamais vu l'ombre comme mauvaise ou dangereuse en soi. Au contraire, il croyait que bien que l'ombre soit souvent effrayante parce qu'inconnue, elle renferme des richesses insoupçonnées et une puissance transformatrice. Imaginons une scène familière. Quelqu'un au travail semble incarner la réussite, le calme et la gentillesse. Pourtant, en privé, il lutte avec des pulsions de colère, des insécurités ou des regrets profondément enfouis. Ces émotions contradictoires créent une tension intérieure. D'une part, il veut maintenir l'image idéale que les autres perçoivent, mais d'autre part, il sent une pression croissante, comme un volcan prêt à entrer en éruption. Ce conflit est l'expression directe de l'ombre qui, refoulée et ignorée, commence à s'imposer. Selon Jung, plus on réprime l'ombre, plus elle se manifeste sous des formes incontrôlées, comme des explosions de colère, des comportements destructeurs ou des sentiments de culpabilité. Ignorer l'ombre, c'est ignorer une part de nous-mêmes, et cela finit souvent par se retourner contre nous. L'intégration de l'ombre ne consiste pas à se complaire dans nos côtés sombres ou destructeurs. C'est plutôt un acte de courage, reconnaître ces parties comme étant les nôtres, et apprendre à les comprendre et à les intégrer. Jung considérait que la véritable individuation passait par cette réconciliation avec l'ombre. C'est en acceptant cette part obscure que nous nous libérons du poids des refoulements, que nous nous réconcilions avec nous-mêmes et que nous parvenons à une harmonie intérieure plus authentique. Imaginez maintenant que l'ombre est comme une immense cave abandonnée, remplie de souvenirs, d'objets et de morceaux de nous que nous avons écartés au fil des ans. Plonger dans cette cave demande du courage, car les objets que nous y trouvons peuvent être poussiéreux, effrayants, ou nous rappeler des moments que nous préférerions oublier. Pourtant, chaque élément que nous rencontrons détient un indice, une clé pour mieux nous comprendre. Peut-être y trouvons-nous des rêves que nous avons abandonnés par peur de l'échec, ou des talents que nous avons refoulés pour nous conformer aux attentes. C'est un voyage difficile, mais qui apporte des trésors cachés. En acceptant notre ombre, nous transformons des faiblesses en forces potentielles. Par exemple, quelqu'un qui a toujours refoulé sa colère peut apprendre, en explorant cette émotion, à exprimer ses limites plus fermement. Quelqu'un qui évite ses peurs peut, en les affrontant, découvrir un courage insoupçonné. L'ombre n'est pas un fardeau à porter ni un démon à éradiquer. Elle est une part intégrante de notre psyché qui, lorsqu'on lui fait face, peut se révéler être une source de sagesse et de puissance. Le processus d'intégration de l'ombre requiert souvent des périodes de solitude et d'isolement. C'est dans ces moments où l'on se retire du monde, loin des attentes et des regards extérieurs, que l'on peut se permettre d'observer cette part sombre sans se juger, sans honte, sans fuir. Dans ce silence, nous faisons face à nous-mêmes tels que nous sommes, dans notre totalité. Ce tête-à-tête avec notre ombre est libérateur. Il permet d'abandonner les masques et de se regarder avec honnêteté. L'intégration de l'ombre est un travail exigeant, car il implique de désapprendre les filtres et les masques sociaux que nous avons intégrés depuis l'enfance. Nous devons nous confronter aux croyances limitantes qui nous poussent à réprimer certaines parties de notre identité. C'est une expérience transformatrice,
car elle nous ouvre la porte d'une authenticité nouvelle. Cette libération nous permet de sortir des schémas de comportement automatiques et de vivre avec plus de conscience et de liberté. En somme, embrasser notre ombre, ce n'est pas seulement accepter nos imperfections, c'est ouvrir un dialogue avec notre moi intérieur, reconnaître notre humanité dans toute sa complexité. Ce processus d'acceptation nous invite à vivre avec une intégrité plus profonde, à comprendre que nos contradictions et nos failles font aussi notre richesse. C'est dans cette complétude que réside, selon Jung, la véritable force, celle d'un individu qui, en s'acceptant totalement, peut vivre sans masque, en harmonie avec lui-même et avec le monde. Dans le processus d'individuation, la solitude et l'isolement ne sont pas seulement des états d'esprit, mais des expériences indispensables. Jung croyait fermement que, pour nous reconnecter avec notre moi authentique et embrasser notre chemin vers la complétude, nous devons parfois nous retirer du monde, loin des regards et des attentes. L'isolement devient alors un catalyseur de transformation, un espace où les distractions extérieures se taisent et où notre propre voix intérieure peut se faire entendre. C'est une solitude choisie ou imposée qui, bien que souvent douloureuse, nous permet de nous confronter à ce que nous évitons habituellement, notre véritable essence. Imaginez un ermite qui, lassé des vanités et des pressions de la société, choisit de se retirer dans la montagne. En vivant au rythme de la nature, en silence, il fait l'expérience d'un face-à-face total avec lui-même. Il n'a plus les interactions quotidiennes pour masquer ses faiblesses ou occulter ses questions existentielles. Ce type d'isolement lui permet de redécouvrir des aspects de sa personnalité qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer. De même, dans nos propres vies, même sans devenir des ermites, il existe des moments où la vie nous impose un retrait, une période de transition, une perte, un changement important, ou simplement une lassitude profonde qui nous pousse à faire une pause. Cette solitude est cruciale parce qu'elle nous place dans une position de vulnérabilité radicale. Loin du bruit du monde et des opinions des autres, nous devenons capables de voir nos zones d'ombre sans filtre ni artifice. Dans ce silence, il devient possible d'affronter nos peurs, nos doutes et nos désirs enfouis. Parfois, cela fait peur. La solitude impose une introspection profonde qui, au début, peut être déstabilisante, voire accablante. Mais c'est précisément cette introspection qui permet de démasquer les parties de nous-mêmes que nous avions ignorées ou refoulées. C'est là, dans cette intimité avec notre propre âme, que l'individuation commence véritablement à se manifester. La solitude dans l'individuation ne doit pas nécessairement être une séparation physique des autres, elle peut être vécue même au milieu de la foule. Il s'agit d'un état de conscience, d'une volonté de se détacher des influences extérieures pour se concentrer sur son monde intérieur. À cet égard, Jung décrivait souvent la solitude comme une expérience psychologique, une plongée dans les profondeurs de la psyché pour écouter les murmures les plus enfouis. Cette expérience est souvent comparée à celle de descendre dans une grotte obscure, où l'on avance en tâtonnant, en affrontant des peurs primitives et des symboles archaïques. Dans ces recoins sombres, on découvre des facettes cachées de soi-même, des vérités que l'on aurait préféré ignorer mais qui nous permettent, une fois acceptées, de progresser vers la complétude. Ce voyage dans la solitude peut également nous permettre de libérer des énergies et des potentiels latents. En nous retirant de la dynamique sociale, nous brisons temporairement les liens qui nous définissent aux yeux des autres et nous explorons des possibilités plus vastes. Des artistes, des écrivains et des penseurs ont souvent décrit ces périodes d'isolement comme des moments de créativité et d'épanouissement intérieur intense. Le poète Rainer Maria Rilke, par exemple, écrivait que la solitude était essentielle pour se comprendre pleinement. Dans ses lettres, il conseillait de chérir la solitude comme un moment privilégié pour nourrir son âme et créer sans contrainte. L'isolement, cependant, ne se déroule pas sans sacrifice ni douleur. Il peut éveiller un sentiment de vide ou de perte, et il n'est pas rare de ressentir une certaine nostalgie pour le confort des routines sociales. Nous pouvons éprouver de la mélancolie, une tristesse sourde face à cette distance avec le monde. Pourtant, cette douleur est porteuse de sens.
Elle marque le passage d'un état de dépendance aux influences externes vers un état d'autonomie psychologique. Dans cette transition, on apprend à se faire confiance, à écouter sa propre voix sans chercher la validation des autres. Dans cette solitude, le silence devient notre allié. Il nous invite à écouter, non pas avec nos oreilles, mais avec notre âme. Au fil du temps, le tumulte intérieur s'apaise et laisse place à une clarté nouvelle. Cette clarté, loin d'être confortable, nous révèle souvent des aspects de nous-mêmes qui ne sont pas toujours plaisants, mais qui sont essentiels à notre développement personnel. C'est en faisant face à ces révélations, en accueillant cette vulnérabilité, que nous avançons vers l'authenticité. Jung croyait que seule une relation honnête avec nous-mêmes pouvait nous apporter la paix intérieure, car nous ne sommes plus en train de jouer un rôle ou de porter un masque. Ainsi, l'isolement dans le processus d'individuation est bien plus qu'un retrait. Il s'agit d'une véritable initiation. C'est un retour à soi qui transcende le simple besoin de se reposer ou de s'éloigner des autres. C'est un voyage intérieur où, dans le silence, dans l'obscurité apparente, se dévoile une lumière intérieure, une connaissance plus profonde de qui nous sommes vraiment, sans les oripeaux que le monde nous impose. Dans cette solitude, nous ne trouvons pas seulement la paix, mais aussi la force d'accepter et d'intégrer chaque part de nous-mêmes. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de l'isolement, nous amener à un point où nous pouvons enfin nous retrouver et nous accepter pleinement, en toute humilité et en toute vérité. L'individuation dans la vision de Jung est aussi un processus de réconciliation entre des aspects opposés de notre psyché, des polarités qui cohabitent en chacun de nous et qui, lorsqu'elles sont en déséquilibre, créent des tensions internes. Pour Jung, la psyché humaine est un ensemble complexe de forces et d'énergie, souvent polarisées, le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, la lumière et l'ombre. En intégrant ces polarités, nous libérons des énergies psychiques auparavant bloquées et nous nous ouvrons à une existence plus complète et harmonieuse. Mais cette harmonie intérieure, loin d'être statique, est un équilibre dynamique que nous devons ajuster tout au long de notre vie. Imaginez un funambule marchant sur un fil tendu entre deux immeubles. Chaque pas demande une précision extrême, un ajustement constant pour maintenir l'équilibre, car la moindre déviation de part et d'autre pourrait le faire chuter. De même, dans le processus d'individuation, nous marchons sur une corde raide entre des aspects opposés de nous-mêmes. D'un côté, il y a le moi que nous connaissons, le moi conscient qui se manifeste dans nos comportements et nos choix quotidiens. De l'autre côté, il y a l'inconscient, vaste et mystérieux, peuplé de désirs, de peurs et de symboles que nous ne comprenons pas toujours, mais qui influencent silencieusement nos actions et nos pensées. Ce rééquilibrage implique également l'intégration des aspects masculins et féminins de notre psyché, ce que Jung appelait l'anima et l'animus. L'anima représente l'aspect féminin chez l'homme, tandis que l'animus représente l'aspect masculin chez la femme. Dans un monde où les rôles de genre sont souvent rigides, Jung voyait dans l'intégration de ces qualités complémentaires une étape essentielle pour atteindre la complétude. Ainsi, pour un homme, intégrer son anima signifie se connecter à sa sensibilité, à son intuition, et reconnaître sa capacité à ressentir des émotions profondes, même si elles sont souvent socialement jugées comme féminines. Pour une femme, accueillir son animus peut signifier embrasser sa détermination, sa rationalité et son pouvoir d'action. Par exemple, un homme qui a longtemps réprimé son besoin d'exprimer ses émotions peut découvrir, en intégrant son anima, un nouvel élan de créativité, une connexion plus profonde avec lui-même et avec les autres. Une femme qui a toujours suivi les attentes traditionnelles de douceur et de passivité peut, en rencontrant son animus, réaliser qu'elle possède une force intérieure qu'elle n'avait jamais explorée. Ce processus d'intégration transforme les perceptions de soi et permet de se libérer des contraintes imposées par la société, offrant à chacun la liberté d'être pleinement soi-même. Cette intégration des polarités est une démarche active et exigeante, car elle nous pousse à explorer des territoires inexplorés de notre propre psyché. C'est un travail de réconciliation où nous apprenons à ne plus voir nos contradictions comme des faiblesses,
mais comme des sources de force. Jung considérait que cette harmonie intérieure, cette union des contraires, libérait une énergie vitale qui nourrissait notre créativité et notre sens de la plénitude. C'est pourquoi l'individuation n'est pas une quête linéaire, mais un mouvement constant d'expansion et de rétraction, où nous découvrons de nouvelles parts de nous-mêmes et cherchons à les intégrer. Ce rééquilibrage peut s'exprimer dans de petites actions quotidiennes, dans des choix de vie plus alignés avec notre essence, et dans une plus grande liberté émotionnelle. En cessant de nous identifier uniquement à un côté de notre personnalité, nous devenons capables de nous mouvoir entre les différentes facettes de notre être. Nous ne sommes plus enfermés dans un rôle rigide. Au contraire, nous devenons capables de puiser dans toutes les ressources de notre psyché, d'être à la fois sensible et résolu, introspectif et actif, rationnel et intuitif. C'est ce mariage intérieur, cette danse entre les opposés, qui nous permet de toucher un niveau de complétude jusque-là inexploré. Dans cette quête d'harmonie, l'isolement peut jouer un rôle déterminant, car il nous offre l'espace et la tranquillité nécessaires pour observer ces polarités sans interférence extérieure. Dans le silence de l'isolement, nous pouvons ressentir la coexistence de ces forces en nous et les apprivoiser sans pression ni jugement. C'est un temps de recentrage où, loin des attentes du monde, nous avons l'opportunité de créer une symbiose intérieure. Ainsi, le rééquilibrage des polarités n'est pas seulement un état final à atteindre, mais un mode de vie, un engagement constant envers soi-même pour vivre en pleine conscience de toutes ces dimensions. C'est en embrassant nos dualités que nous accédons à une existence plus authentique et plus libre, où chaque aspect de notre être, conscient ou inconscient, masculin ou féminin, peut s'exprimer sans retenue et contribuer à notre croissance personnelle. En réconciliant ces forces opposées, nous devenons des êtres complets, capables de naviguer entre les nuances de notre propre humanité et de vivre en harmonie avec ce que nous sommes réellement. L'isolement, pour ceux qui savent le saisir, peut devenir un terrain fertile pour la créativité et l'épanouissement personnel. Lorsque l'on se retire volontairement de l'agitation du monde, les distractions et les attentes sociales s'évanouissent, laissant place à un espace où l'esprit peut vagabonder librement. Cette solitude créative est un moment privilégié pour explorer les recoins inexplorés de notre psyché et pour exprimer des vérités qui, autrement, seraient étouffées par le rythme effréné de la vie quotidienne. Bien loin d'être une simple pause, l'isolement devient alors une opportunité de se reconnecter avec soi-même et de laisser émerger des idées, des sentiments et des visions profondes qui trouvent rarement leur place dans la routine. De nombreux artistes, penseurs et écrivains ont trouvé dans l'isolement une source d'inspiration inépuisable. Prenons l'exemple de Friedrich Nietzsche, qui se retirait souvent dans les montagnes suisses pour méditer et écrire. C'est dans cette solitude choisie qu'il a pu développer des idées révolutionnaires sur la nature humaine, le concept de surhomme et la volonté de puissance. Dans ce silence, il pouvait explorer ses pensées les plus radicales sans crainte de jugement, laissant son esprit voyager sans contrainte. Nietzsche considérait que cette solitude n'était pas une échappatoire, mais bien une condition nécessaire pour parvenir à une clarté de pensée et à une originalité que la société aurait étouffée. Henry David Thoreau, un autre penseur et naturaliste célèbre, a également embrassé l'isolement pour se retrouver. En s'installant dans une cabane près de l'étang de Walden, il s'est plongé dans une solitude quasi absolue pour observer la nature et se questionner sur les véritables besoins de la vie humaine. Dans cette tranquillité, Thoreau a découvert l'essence de la simplicité et de la liberté individuelle. Cette période de solitude lui a permis de redéfinir sa vision du monde, et son ouvrage Walden est devenu un symbole de quête de sens et de retour à soi. L'isolement créatif n'est pas réservé aux grands penseurs ou aux artistes. Nous pouvons tous, dans des moments de retrait, accéder à cette même clarté et explorer notre créativité. Prenons l'exemple de quelqu'un qui choisit de se déconnecter des réseaux sociaux et de passer du temps seul, sans stimuli extérieurs. Ce silence numérique permet à l'esprit de se régénérer, de réfléchir sans interruption. Les pensées commencent à émerger naturellement, les idées se connectent, et des projets qui semblaient impossibles auparavant prennent soudain une forme tangible. Dans cet espace, chacun peut explorer ses passions, réfléchir à ses objectifs
ou même entreprendre des activités artistiques comme l'écriture, la peinture ou la composition musicale. L'isolement offre également un espace pour l'expérimentation et l'expression authentique, où l'on peut laisser s'exprimer des facettes de nous-mêmes que nous avons rarement la possibilité de montrer au monde. En l'absence de spectateurs ou de jugements extérieurs, nous nous permettons de baisser la garde, de libérer notre imagination et de laisser parler nos vérités intérieures. C'est un moment privilégié pour se reconnecter avec des rêves d'enfance, pour se poser des questions profondes, ou même pour découvrir des aspects de notre personnalité que nous avons refoulés ou ignorés. C'est aussi un moyen de redonner une direction à sa vie, en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Carl Jung lui-même reconnaissait l'importance de cet isolement créatif. Dans sa tour de Bollingen, loin des distractions de la ville et des responsabilités professionnelles, il s'adonnait à l'écriture, au dessin et à la méditation. Ce lieu de solitude lui offrait un refuge où il pouvait approfondir ses théories sur l'inconscient, explorer ses propres symboles et archétypes et développer ses idées novatrices sur la psyché humaine. Pour Jung, cette solitude était une condition essentielle pour accéder aux couches les plus profondes de son esprit et se connecter avec le monde archétypal. Ce qui rend l'isolement créatif si précieux, c'est la liberté qu'il offre. En dehors des attentes sociales et des rôles que l'on nous assigne, nous retrouvons une spontanéité, une authenticité que le quotidien a tendance à effacer. Dans cette retraite volontaire, nous pouvons explorer des pensées sans avoir besoin de les justifier ou de les adapter aux normes. C'est un espace où la vulnérabilité et la force se rencontrent, où nous pouvons à la fois rêver et construire, concevoir et déconstruire. Pour ceux qui s'engagent dans ce processus, l'isolement créatif devient une forme de libération. Il nous permet de quitter un monde de superficialité pour plonger dans nos profondeurs. Nous découvrons que l'authenticité ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans le courage de suivre notre propre voie. Cet isolement, loin d'être un repli sur soi, devient alors un pont vers une expression plus authentique de notre être, un moment où nous nous retrouvons face à nos vérités intérieures et où nous les transformons en matière vivante, en projet, en œuvre d'art ou en simple sagesse de vie. Ainsi, l'isolement créatif nous enseigne que l'essence de notre expression ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans ce voyage intérieur, cette quête de sens et de vérité qui, paradoxalement, nous connecte plus profondément au monde en nous rapprochant de notre véritable nature. La nuit noire de l'âme est une expérience bouleversante, souvent vécue comme une crise existentielle intense, durant laquelle l'individu se sent totalement déconnecté du monde, de son propre être et même du sens profond de la vie. Ce concept, popularisé par le mystique espagnol Saint Jean de la Croix au XVIe siècle, symbolise ce moment de profonde souffrance spirituelle, où chaque repère semble disparaître et où le vide envahit notre être. Dans cette obscurité apparente, où tout semble s'écrouler, Carl Jung voyait en réalité un processus essentiel de purification et de renouvellement de l'âme. Loin d'être un simple passage de souffrance, la nuit noire de l'âme est une étape cruciale de transformation intérieure, où l'ancienne version de soi doit mourir pour laisser place à un moi plus authentique et aligné. Imaginez une graine enfouie dans le sol, plongée dans l'obscurité de la terre. Cette graine, pourtant pleine de potentiel, doit d'abord se décomposer et se désagréger avant de pouvoir germer et devenir une plante. La nuit noire de l'âme est un processus similaire, un moment de dissolution de l'ancien moi, de confrontation avec les parties les plus sombres de soi-même. Cet effondrement, bien que terrifiant, est en fait une étape nécessaire pour que l'âme se libère de ses illusions et retrouve sa véritable essence. Jung considérait que cette crise de la nuit noire de l'âme n'était pas un obstacle à éviter, mais un passage initiatique pour l'individu en quête de complétude. Il observait souvent chez ses patients que ces moments de désespoir profond étaient les précurseurs d'un éveil psychologique et spirituel majeur. En affrontant cette crise, en plongeant dans les profondeurs de l'obscurité intérieure, l'individu est forcé de lâcher prise sur ses anciennes croyances, sur les faux semblants et les identités superficielles qu'il a accumulées au fil du temps. Cette perte de repères, bien que douloureuse, marque un renouveau, une libération des conditionnements sociaux,
des peurs et des attachements qui limitent son épanouissement. La nuit noire de l'âme est souvent marquée par une solitude profonde, une période de retrait forcé où les relations et les occupations du quotidien perdent leur sens habituel. Certains ressentent cette phase comme une sorte de vide spirituel, où l'absence de repères externes les laisse seuls face à eux-mêmes. Mais c'est précisément dans cette solitude que l'âme peut commencer à se purifier, à se libérer des fausses certitudes et des attachements qui l'alourdissent. Dans ce silence imposé, l'individu se retrouve confronté à ses propres peurs, à ses blessures enfouies et aux aspects de lui-même qu'il a longtemps ignorés ou rejetés. Il est forcé de regarder au-delà des apparences, de plonger dans le nigredo de son être, comme dans l'alchimie où la matière première doit d'abord être réduite à son essence pour atteindre la pureté. Cette expérience de la nuit noire de l'âme est aussi un moment de grande vulnérabilité. Elle révèle notre impuissance face à l'inconnu, notre incapacité à tout contrôler et à tout comprendre. Mais dans cette impuissance, il y a une leçon précieuse, celle de l'abandon, de l'acceptation de nos propres limites et de la confiance en quelque chose de plus grand que nous, que ce soit une force spirituelle, la vie elle-même ou un profond inconscient collectif. Cet abandon permet une libération, un espace pour que la transformation se produise. L'âme, en se délestant de ses certitudes, retrouve une liberté nouvelle, un terrain fertile où le vrai moi peut enfin s'épanouir. Pour Jung, la nuit noire de l'âme n'était pas seulement une épreuve personnelle, mais un cheminement nécessaire pour l'individuation. C'est dans cette nuit que l'âme est appelée à renaître, à se réinventer, en intégrant non seulement les parts lumineuses, mais aussi les parts obscures de sa psyché. En confrontant les aspects refoulés de soi-même, les peurs, les insécurités, les traumatismes, l'individu peut réintégrer ces éléments, non pas comme des faiblesses, mais comme des composantes essentielles de sa complétude. C'est cette intégration des ombres qui permet de reconstruire un moi plus authentique et solide, capable de faire face aux défis de la vie avec une résilience accrue et une paix intérieure. Retrouver. La nuit noire de l'âme, bien que déstabilisante, offre une perspective renouvelée sur la vie et sur soi-même. En émergeant de cette période de ténèbres, l'individu découvre souvent un sentiment de clarté et de connexion plus profond avec son propre être et le monde qui l'entoure. Ce voyage dans les profondeurs de l'âme révèle que la douleur, loin d'être une fin en soi, est un passage vers une transformation plus vaste. Ce processus de renaissance, où l'ancien soi est abandonné, permet d'accéder à une existence plus alignée avec sa véritable nature, libérée des peurs et des schémas limitants. Ainsi, la nuit noire de l'âme est bien plus qu'une épreuve de souffrance. Elle est une purification, une renaissance spirituelle, une étape incontournable pour ceux qui cherchent à se connaître et à vivre en pleine authenticité. Elle est le creuset où, tel un métal précieux, l'âme est affinée, purifiée de ses impuretés pour devenir plus forte et plus brillante. Cette transformation, bien que douloureuse, nous rapproche de notre essence profonde, nous permettant de renaître, éclairés par une compréhension plus complète et plus apaisante de qui nous sommes réellement. Carl Jung introduisit le concept de synchronicité pour exprimer cette idée fascinante que certains événements, bien qu'apparemment déconnectés, peuvent être liés par un sens caché. La synchronicité va au-delà de la simple coïncidence. Elle représente une connexion significative entre les événements de la vie et l'état psychologique de l'individu, une sorte de langage secret entre l'inconscient et l'univers. Dans les moments d'isolement, ce phénomène devient particulièrement puissant, comme si le silence et la solitude offraient un espace propice pour que l'univers puisse communiquer avec nous de manière plus directe et symbolique. Ces périodes d'isolement, bien que souvent perçues comme des épreuves de solitude, peuvent être vues, à travers le prisme de la synchronicité, comme des phases de préparation orchestrées par quelque chose de plus grand, qui dépasse notre compréhension rationnelle. Loin de se limiter à un état de repli sans but, l'isolement peut être un moment où l'univers met en place les pièces d'un puzzle, attendant le moment propice pour révéler le tableau complet. Lorsqu'un événement synchronistique survient dans ces périodes de retrait, cela peut être vécu comme un éclat de clarté, un message qui nous indique que notre chemin a du sens, même si ce sens n'était pas visible jusqu'alors.
Imaginez un individu traversant une période de profonde solitude après une rupture ou une perte. Il se sent isolé du monde, plongé dans une introspection forcée. Cependant, durant cette période, il commence à remarquer des signes. Une chanson qui joue à un moment précis et qui résonne. Particulièrement, une rencontre fortuite avec quelqu'un qui a vécu une expérience similaire, ou une image qui évoque un souvenir puissant. Ces signes, bien que subtils, semblent adresser un message personnel, comme si quelque chose essayait de communiquer avec lui. Cette expérience peut transformer l'isolement en une quête, où chaque événement, chaque signe, devient un fil conducteur dans la compréhension de soi. Pour Jung, ces moments de synchronicité sont une preuve de l'existence d'un inconscient collectif, un réseau invisible qui relie chaque individu à l'univers et à des archétypes universels. Dans le silence de l'isolement, nous avons l'opportunité d'ouvrir notre esprit et notre cœur à cette interconnexion subtile, d'accepter que ce que nous vivons n'est peut-être pas simplement le fruit du hasard, mais bien une partie d'un schéma plus vaste. Ce sont ces expériences synchronistiques qui nous donnent parfois la force de persévérer, nous rappelant que, même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. L'isolement devient alors un espace sacré, un lieu de gestation où le soi intérieur mûrit en silence, guidé par des signes subtils et des coïncidences significatives. La solitude devient un temps où, dans l'absence apparente de repères, nous pouvons finalement voir la trame de notre vie se dessiner avec plus de clarté. En observant ces synchronicités, en écoutant ces murmures de l'univers, nous développons une nouvelle manière de percevoir le temps et l'espace, une ouverture au mystère de l'existence et à la possibilité que tout a un but, même si ce but ne nous est révélé que bien plus tard. Finalement, la synchronicité nous enseigne que nos moments de solitude, loin d'être de simples phases de repli, sont des passages nécessaires pour que notre âme puisse se reconnecter à l'univers dans sa profondeur. Ces instants de silence et de retrait ne sont pas un isolement, mais une communion avec ce qui est plus vaste que nous. C'est dans ce dialogue silencieux que nous apprenons à faire confiance au chemin, à accueillir l'inconnu et à voir dans chaque expérience une opportunité de transformation. Merci d'avoir voyagé à travers ces explorations profondes de l'esprit humain avec moi. J'espère que ces réflexions sur l'isolement, l'individuation et la synchronicité vous auront offert des pistes de compréhension et d'inspiration dans votre propre cheminement personnel. Comme Jung l'a si bien exprimé, la quête de soi est un voyage sans fin, une exploration qui nous conduit toujours plus près de notre essence. Puissiez-vous trouver, dans vos moments de solitude et dans les défis de la vie, la force d'embrasser votre véritable nature et de reconnaître les signes subtils qui, à chaque instant, nous rappellent que nous faisons partie d'un tout.